moi, je ne serai réellement satisfait que lorsque je verrai plus de personnes handicapées autour de moi et lorsque je verrai plus de personnes handicapées à des postes de responsabilité dans le secteur privé ou même dans la fonction publique et aussi au Conseil général. Donc, je crois qu'effectivement, on peut dresser un tableau positif des actions qui sont menées depuis une dizaine d'années sur le handicap, mais en tout cas, j'ai envie de dire que visuellement, quand vous vous promenez dans la rue ou dans l'entreprise, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Donc moi, je m'interroge sur réellement l'envie qu'a notre société d'intégrer la personne handicapée avec les autres et au milieu des autres. J'ai plutôt l'impression qu'on a envie de s'en occuper en espérant ne pas la voir trop souvent. Donc je crois qu'il faut militer, il faut être exigeant, et quand on est dans l'entreprise ou dans l'administration, on doit s'étonner, quand on y travaille, de ne pas voir autour de soi des personnes handicapées qui travaillent à côté de vous. Et je dirais que si on fait ce constat d'absence de handicap autour de soi dans le monde du travail, c'est une pratique discriminatoire vis-à-vis de cette minorité. Je m'appelle Philippe Van den Herweghe. Je suis délégué ministériel aux personnes handicapées à l'éducation nationale et à l'enseignement supérieur, en charge de l'emploi et de l'intégration. L'emploi, on en parle, puisque c'est la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, et vous entendez effectivement des grandes job dating, speed dating, café dating, des choses comme ça qui se mettent en place pour que les personnes handicapées trouvent un boulot. On entend aussi souvent dans la presse les pouvoirs publics dire oui, ça s'améliore, ça va mieux, mais curieusement à la fin, on entend depuis 10 ans que le chômage des personnes handicapées est 2 fois supérieur au chômage des personnes valides. Donc je m'interroge aussi sur l'efficacité de l'intégration professionnelle des personnes handicapées. Ça fait 10 ans qu'on nous dit qu'il est 2 fois supérieur au chômage des personnes valides. Donc il faut être modeste sur ce dossier-là. Pourquoi je m'occupe du handicap? Parce que je suis une personne handicapée et je revendique être une personne handicapée depuis l'âge de 19 ans. J'ai 58 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis autodidacte et j'ai fait toute ma carrière dans le secteur privé. Et j'ai quitté mon entreprise en 2008 et j'ai eu l'opportunité de rentrer au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour m'occuper de ce sujet-là qui me tient à cœur parce que je suis mal à l'aise dans la façon dont on en parle et dans la manière dont on le regarde. Et je crois qu'on ne pourra effectivement trouver des solutions que lorsque la personne handicapée sera réellement intégrée dans tout le système, je dirais, de vie, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, social, professionnel, école. Alors on va revenir sur l'école. L'école, l'éducation nationale, a fait beaucoup, depuis la loi du 11 février 2005, a fait beaucoup de quantitatifs. En 2003, il y avait 89 000 élèves handicapés scolarisés. À la précédente rentrée scolaire, il y en avait 187 500, et je pense qu'on devra arriver à la prochaine rentrée autour de 200 000 élèves scolarisés. Donc ça veut dire que c'est une performance extraordinaire. Et objectivement, il faut s'en féliciter, parce que tous les enseignants à qui on a dit, après la loi du 11 février 2005, tout enfant est un élève, les parents ont compris que l'école devait accueillir tous les élèves, quelle que soit la situation physique, intellectuelle et autres. Donc l'enseignant a été, le mot est un peu choquant, mais un peu confronté à une difficulté pour laquelle il n'était pas habitué, parce qu'auparavant, on disait aux parents d'enfants handicapés, il n'a rien à faire chez nous, mettez-le dans un établissement spécialisé, nous, on n'a pas été formés pour les... Pourquoi voulez-vous qu'il rentre à l'école, il n'aura jamais son bac? La référence était ça, ça ne sert à rien de le mettre à l'école, il n'aura jamais son bac. Enfin, on n'a pas compris que si un enfant pouvait progresser sans forcément aller jusqu'au bac et même faire des grandes écoles. Donc, quand je disais que l'éducation nationale avait accueilli beaucoup d'enfants depuis 2005, c'est une réalité. Quand je dis qu'elle a fait du quantitatif, oui, elle a fait du qualitatif un peu moins. Pourquoi? Parce qu'elle doit s'améliorer. À quel niveau elle doit s'améliorer? Elle doit s'améliorer sur la formation des enseignants,
elle doit s'améliorer sur les manuels adaptés pour les élèves handicapés, elle doit s'améliorer sur les examens adaptés pour des élèves handicapés et sur des évaluations aussi adaptées. Vous avez des enfants dyspraxiques, vous avez d'autres types de handicap qui ne peuvent pas utiliser les manuels scolaires ordinaires pour eux-mêmes et ils sont confrontés à une difficulté. Alors la réponse c'est pas très grave, s'il y a un élève handicapé qui vient à l'école, on va mettre un AVS à côté. Alors ça c'est un petit peu, je dirais, la réponse que l'on a aujourd'hui dans le cadre de l'intégration scolaire d'un élève. Même l'enseignant le dit, et même les parents le souhaitent, ou certains parents le souhaitent, ils disent, moi je veux bien que mon enfant soit à l'école ordinaire, mais je veux qu'il ait une aide humaine pour l'accompagner, parce que ça va l'aider, ça va le protéger. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quasiment, vous avez sur les 187 500 élèves, vous en avez 120 000 qui sont à l'école ordinaire, et vous en avez donc 67 500 qui sont dans un dispositif collectif, dont on parlait tout à l'heure, ce sont les CLIS et les ULIS, qui sont des classes dédiées à certains types de handicap. Sur les 187 500, vous avez à peu près 30-35% de ces élèves qui bénéficient d'une aide humaine, d'un accompagnement. Alors parfois, cet accompagnement est indispensable, parce que l'élève a des difficultés de motricité ou intellectuelle, ou parce qu'il est hyperactif et il faut faire attention à bien le cadrer. Donc là, effectivement, c'est une réelle, c'est indispensable. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que l'accompagnement est devenu un peu systématique et que les notifications de la MDPH répondaient plus à la demande des parents qu'aux besoins réels de l'élève. Et c'est pour ça que moi j'en avais un petit peu discuté, et je trouverais intéressant que la demande d'accompagnement d'un élève puisse être validée par l'enseignant. Et ça, enfin, c'est un avis personnel, mais moi j'estime que si l'enseignant est compétent pour accueillir un élève handicapé, il peut s'opposer, il devrait pouvoir s'opposer à l'accompagnement d'un élève handicapé qui va avoir dans sa classe, parce qu'il va dire, moi je peux le faire, je peux m'en occuper. Or aujourd'hui la situation est la suivante, c'est que vous avez beaucoup d'élèves handicapés qui arrivent avec un accompagnant, et l'enseignant dit au fond de la classe, à côté du radiateur. Donc ça c'est pas acceptable. Donc il faut absolument, à mon avis, changer ce système-là, et probablement codifier un peu mieux le besoin d'accompagnement pour un élève. Pourquoi ? Parce que la scolarisation des élèves handicapés, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis 20 ans, depuis 25 ans. C'est vrai qu'il y avait très peu, depuis 1975, c'est vrai qu'il y avait très peu d'élèves handicapés scolarisés, mais ces élèves-là n'avaient pas d'accompagnement. L'accompagnement n'existait pas. Or, il existe depuis la loi du 11 février 2005, et je trouve qu'on en abuse un petit peu, parce que il n'y a pas encore d'études qui ont été faites sur ce point-là, mais moi j'aimerais bien qu'on s'en occupe, et je vais essayer de convaincre pas le nouveau ministre, parce qu'on a pris, c'est parti, on recommence. Il faut que je fasse gaffe à ce que je dis, parce que ça sent un peu l'UMP à droite. Donc, j'ai gardé le même. Et donc, moi, je m'intéresserai à la performance de l'élève handicapé, parce que j'ai un peu l'impression que l'orientation est faite un petit peu tôt, parce que on estime qu'on a fait son travail et que on leur remercie d'aller voir un petit peu autre part, quoi. Donc qu'est-ce que je pourrais vous rajouter de plus? Non, mais globalement, moi je suis toujours en train de râler, ça fait 58 ans que je râle, enfin 57 et moins, mais c'est vrai que je suis très exigeant. Et on peut. La vie d'une personne handicapée est quelque chose de dur. Et pour les parents, c'est même parfois plus dur. Parce que la personne handicapée ne se rend pas forcément tout le temps compte qu'elle l'est. Et qu'elle n'est pas comme les autres. Parce que le handicap est mental ou très mental. Et donc, c'est les parents qui dégustent. Et c'est souvent, excuse-moi, mais c'est souvent les mamans. Parce que moi je le vois, je m'occupe d'une plateforme qui s'appelle Aide Handicap École.
Et on est là pour répondre aux familles qui rencontrent des difficultés dans le cadre de la scolarisation de leurs enfants. Et on a environ 2800 appels par an. Et 97 fois sur 100, c'est les mamans qui téléphonent. Donc voilà. Mais quand ils vous remercient, c'est généralement les deux qui viennent vous remercier. Donc ça prouve qu'ils sont quand même solidaires, mais il ne faut pas dire du mal des papas quand même. Donc voilà. Sur l'emploi, j'ai dit ce que j'en pensais. Je pense que il faut pas, c'est pas encore satisfaisant. Les personnes handicapées n'ont pas leur place encore là où elles devraient être. Donc, et on m'excusera, mais il faut qu'on arrête de me dire qu'ils ne sont pas diplômés, qu'ils n'ont pas fait d'études et tout. Moi, je suis autodidacte, je n'ai même pas mon BEPC ni mon bac. J'étais patron de la gestion de taux de la Caisse des dépôts. Je suis maintenant, on arrive quand même à faire un parcours professionnel en bouquinant et en travaillant chez soi. Donc voilà. Merci.